Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info ou Intox. Alors une petite vidéo un peu prématurée parce que les événements sont ce qu'ils sont. J'essaierai de faire quelques petits points de presse à la fin de cette vidéo, mais cette vidéo va essentiellement essayer de vous éclairer sur ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Alors, si vous n'avez pas suivi l'actualité, vous savez qu'actuellement aux États-Unis, eh bien, on a tout simplement ouvert une boîte de Pandore. Pourquoi je dis une boîte de Pandore? Tout simplement parce que on a tout simplement utilisé un événement dramatique, soit-il, pour tout simplement enclencher une guerre, alors c'est pas une guerre conventionnelle, mais une guerre idéologique qui traîne depuis, je vais vous le dire très sincèrement, depuis des décennies. On peut même dire que c'est une guerre idéologique qui traîne depuis maintenant presque plus d'un siècle, pour la simple bonne raison, c'est que nous sommes ici aux États-Unis, et aux États-Unis, eh bien, il faut savoir que si l'image de l'Amérique, c'est des Américains, eh bien, ce sont des Américains qui sont différents et qui dépendent d'une constitution sur laquelle on reviendra, une constitution qui offre à chacun des Américains la liberté d'expression, la liberté d'opinion, comme la liberté de religion. Et c'est un des fondements même de la Constitution américaine qui parfois peut paraître un petit peu excessive, un petit peu trop libertaire, on va dire, par rapport à ce que l'on peut voir ici aux États-Unis, comparativement à ce qu'on voit en Europe, tout simplement parce que voilà, on a aujourd'hui aux États-Unis, et bien tout d'un coup, des mouvements extrémistes qui se revendiquent d'un néonazisme et qui n'hésitent pas à manifester avec des drapeaux, même des drapeaux qui, je le rappelle, dans certains pays européens comme en France, eh bien, ces drapeaux sont interdits sur l'espace public. Aux États-Unis, non. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, eh bien, il y a le respect de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Même si, évidemment, ce sont des idéologies, ce sont des opinions répréhensibles, ce sont des opinions abjectes, comme aujourd'hui, beaucoup s'évertuent à le dire, mais ça fait partie des fondamentaux des États-Unis, de cette liberté d'expression et de cette liberté de culte. Donc les événements, alors, rapidement, petit rappel de ce qui s'est passé à Charlottesville. Alors Charlottesville, c'est une ville qui se trouve en Virginie. Le week-end dernier, il y a eu une manifestation. Alors je vais vous donner plus de détails parce que le problème, c'est que beaucoup de médias, j'ai vu un petit peu en France, on a un petit peu tronqué un petit peu certains détails de ce qui s'est passé. La réalité, c'est que tout simplement, il y a des groupes, des mouvances extrémistes, souverainistes, néo-nazis, qui ont décidé de faire une manifestation à Charlottesville, tout simplement parce que la municipalité de Charlottesville a décidé de déboulonner une statue d'un confédéré. Évidemment, la statue du Confédéré, c'est symbole de la mémoire, c'est symbole d'un patrimoine culturel sudiste, on va dire, même si, je le rappelle, on est aux États-Unis et qu'il y a normalement une certaine soi-disant unité, je dis bien soi-disant et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin, tout simplement parce que aujourd'hui, dans les États du Sud, eh bien, il y a quand même une certaine fierté de la part de certains Américains à être sudiste et à essayer de préserver cette culture, sauf que la culture sudiste, eh bien, il y a beaucoup de clichés évidemment qui tournent autour de la culture sudiste, cette culture sudiste sur laquelle évidemment aujourd'hui on étiquette les mouvements extrémistes, les mouvements racistes, dont le plus connu évidemment le KKK, le fameux Ku Klux Klan. Donc, manifestation organisée par des groupes extrémistes et des groupes souverainistes, plus particulièrement aux idéologies extrêmes, aux idéologies nationalistes et aux idéologies parfois racistes, malheureusement. On est aux États-Unis, liberté d'expression et d'opinion. Et donc cette manifestation devait s'organiser, sauf que la municipalité, pour légitimer son choix de faire tout simplement ce déboulonnage de statut, a refusé l'autorisation à ces groupes. Alors, évidemment, refuser une autorisation pour imposer une loi, puisque la municipalité, clairement, on devine bien, elle est démocrate, et cette municipalité a tout simplement, les mouvances extrémistes ont considéré qu'il y avait que cette municipalité bafouait purement et simplement un droit constitutionnel, et donc l'organisation de cette manifestation a eu lieu. Donc elle a eu lieu illégalement, mais elle a eu lieu quand même. Sauf que, sachant ça, les mouvances progressistes locaux ont su que cette manifestation allait s'organiser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une contre-manifestation. Une contre-manifestation, évidemment, contre ces mouvances d'extrême droite, ces mouvances fascistes, ces mouvements néo-nazis.
Jusque-là, pourquoi pas? Je veux dire, on oppose évidemment l'argument, le contre-argument, la thèse, l'antithèse, etc. Ça fait partie d'un débat purement démocratique. Sauf que le problème, c'est que, la municipalité de Charlottesville était parfaitement au courant qu'il allait y avoir donc deux manifestations où, fatalement, quand ça allait se rencontrer, ça allait forcément clasher. Eh bien, elle n'a pas mis les moyens en matière de sécurité. C'est-à-dire que, elle n'a pas fait en sorte de canaliser les différentes manifestations pour éviter justement qu'elles se rencontrent. 2, elle n'a pas mis en place les moyens policiers pour éviter justement que les deux groupes viennent à vouloir aller au contact les uns contre les autres. Et de 3, apparemment, il semblerait que les autorités ont reçu des ordres de ne pas forcément intervenir et de laisser faire. Donc à partir du moment où on laisse faire, c'est qu'on a une intention tout simplement d'aller au clash. C'est-à-dire une intention forcément de provoquer quelque chose, de provoquer un drame. Malheureusement, le drame a été bien plus au-delà de ce que peut-être les petits conspirateurs de la municipalité de Charlotte ont pu imaginer, puisque un extrémiste a pris sa voiture et a foncé dans le tas et on a une personne qui est morte, une jeune femme qui aujourd'hui devient presque un symbole, un martyr. Voilà, on a notre martyr. Et les mouvements donc progressistes, plus particulièrement de gauche, on va dire, quoique de gauche c'est un mot un petit peu barbare dans l'oreille des Américains, même si idéologiquement on peut considérer que ce sont des gens de gauche, évidemment ont instrumentalisé aussi bien politiquement, idéologiquement que médiatiquement cet événement pour s'en servir contre Donald Trump. Parce que Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Donald Trump, aujourd'hui, il s'en prend plein la gueule. Mais il s'en prend plein la gueule, pourquoi? Tout simplement parce que quand il a condamné l'acte, le premier tweet qu'il a fait, la première intervention qu'il a fait, on lui reproche de ne pas avoir automatiquement discriminer ou incriminer les mouvements nationalistes, les mouvements extrémistes. C'est-à-dire qu'il a évidemment condamné tout acte de violence, tout acte brutal qui peut engendrer ce genre de drame, mais sans donner de précision. Il s'en est pas excusé, mais il s'en est expliqué à plusieurs reprises en disant, au moment où il a appris l'information, il n'avait pas suffisamment de données pour connaître les tenants et les aboutissants, pour savoir qui a commencé, qui a provoqué, qui est la victime, qui sont les auteurs, les acteurs, quelles sont les conséquences, etc. Donc, il est intervenu, mais en restant dans une position objective, dans une position retranchée, pour ensuite, 2 jours après, évidemment, là, refaire une intervention en condamnant les mouvements, etc. Sauf qu'on lui reproche de ne pas avoir dit ça dès le départ. Donc là, c'est un point de détail qui est très important parce que ça démontre aujourd'hui la volonté idéologique d'une certaine Amérique, d'une Amérique progressiste, de vouloir systématiquement, de toute façon, cartonner Donald Trump dès qu'il ouvre la bouche. Pourquoi? Logiquement, oui. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement joué son rôle de président, c'est-à-dire, au lieu de foncer dans le tas et de condamner des gens parfois peut-être à tort, eh bien, il a fait de la prudence, il a fait de la raison gardée dans son premier propos, et par la suite, il a rectifié le tir. La problématique, c'est que si Donald Trump n'avait pas fait cette intervention en temps et en heure, en attendant, évidemment, d'avoir des informations pour ensuite faire une déclaration qui soit à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un président, malheureusement, on l'aurait aussi accusé de ne pas être intervenu ou de ne pas avoir fait une intervention plus tôt par rapport à un événement. Donc, voilà, vous voyez, alors, je rappelle quand même une chose très importante, je ne suis pas pro-Trump, je ne défends pas Donald Trump, je pense que, et ça je le dis depuis le début, je pense que c'est certainement quelqu'un qui a été mis au pouvoir par un concours de circonstances, par une situation, par un contexte interne à la société américaine qui fait que aujourd'hui, voilà le résultat, et qui n'est absolument pas la personnalité la plus propice et la plus adaptée à cette fonction qu'est celle de président des États-Unis. Puis aussi parce que, alors ça c'est pareil, on peut en redébattre, c'est que malheureusement les démocrates ont eu je pense cette erreur stratégique de penser que tout le monde allait mettre un bulletin Hillary Clinton parce qu'elle s'appelle Hillary Clinton.
La preuve en est, c'est que là, les stratèges chez les démocrates se sont complètement plantés. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se remettent en question, et c'est justement ça que j'ai déjà expliqué dans une vidéo par le passé, c'est que malheureusement, dans les instances politiques américaines, je ne parle pas là des administrations fédérales, mais des instances politiques, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su se remettre en question, qui n'ont pas su en remettre en question leurs acquis, leurs croyances, leurs convictions, de pouvoir propulser un personnage politique et que les gens allaient voter juste parce que, un, c'est une femme, et deux, parce qu'elle s'appelle Hillary Clinton. Donc là, l'histoire aujourd'hui nous apprend que c'était une erreur stratégique assez importante. Après, je vous dis, on peut en débattre sur beaucoup de choses. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que de toute façon, les événements de Charlottesville a deux conséquences. La première conséquence, évidemment, c'est une récupération pour attaquer Donald Trump. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise des manifestations un peu partout contre le racisme, contre les souverainistes, contre les extrémistes, contre les néo-nazis, contre le Ku Klux Klan. Que là, à la rigueur, on peut tout à fait trouver une légitimité à ce que ces manifestations aient lieu. Le seul problème, c'est que ces manifestations, elles sont manipulées. Elles sont manipulées, pourquoi? Parce qu'elles sont manipulées aussi pour aller contre Donald Trump, pour tenter une opération 1 de communication, et aussi une opération de provocation. Et la provocation, eh bien là, elle commence à monter crescendo. Elle commence à monter crescendo tout simplement parce que, eh bien, vous avez vu les images de cette chute d'une statue d'un confédéré, je ne sais plus dans quelle ville, mais on a ensuite des conséquences à cela. Par exemple, là où je vous parle, la nuit dernière, c'est à Baltimore que fut déboulonnée une statue de deux personnalités de la guerre de sécession côté sudiste, qui est le fameux général Lee, et puis un autre général dont le nom m'échappe. Mais ceci dit, vous le trouverez vous allez les trouver dans le blog, puisque j'ai mis évidemment l'article. Donc voilà, certains phénomènes, certains faits tentent à démontrer que ce qui s'est passé à Charlottesville, eh bien, c'est du pain béni. C'est du pain béni, pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre désormais aux progressistes tout simplement d'attaquer cette culture sudiste. On va dire cette honte de l'Amérique d'avoir laissé des gens continuer à perpétuer, pas imaginer, mais perpétuer un héritage culturel, un héritage d'opinion, un héritage de conviction. Sauf que le problème, c'est que les sudistes, tels qu'on les appelle aux États-Unis. Alors je rappelle, pour ceux qui géographiquement ont du mal à situer, vous voyez un petit peu la carte des États-Unis, vous avez New York, Philadelphie, Washington, et Washington se trouve juste en dessous, l'État de Virginie, Virginie occidentale, etc. Et vous avez ensuite tous les États, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride, là vous avez le Tennessee, vous avez l'Alabama, le Mississippi, Louisiane, et tout ça jusqu'au Texas. Et donc du Texas jusqu'à la Virginie, donc toute cette partie, on va dire, sud-centre, c'est ce qu'on appelle les États du Sud, qui ont cette culture un peu particulière, un peu spéciale, on va dire, où se mélangent en fait plusieurs courants idéologiques. Le seul problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les médias essayent d'assimiler ces mouvements extrémistes, ces mouvements néo-fascistes, néo-nazis, etc., comme faisant partie intégrante de la culture sudiste. Alors, ce qui est faux. On ne va pas dire que les sudistes ont forcément des bons côtés, mais on peut dire que tous les sudistes, on va dire 90% des sudistes, proprement dit, ne sont pas néo-nazis, ne sont pas racistes, ne sont pas forcément souverainistes. Seulement, ils préservent une certaine indépendance d'esprit, mais c'est surtout parce que c'est une culture qui a voulu aussi mettre en évidence, en effet, la guerre de sécession a été perdue, les Yankees sont les vainqueurs, mais nous sommes toujours vigilants, nous sommes toujours au regard de ce qui se passe à Washington, sur les différentes décisions et sur les pouvoirs qui se jouent à Washington. Et c'est pour ça que politiquement les républicains ont toujours joué avec ces sudistes pour se renforcer politiquement au sein du pays. Et d'ailleurs c'est pour ça que souvent les républicains sont assimilés à l'idéologie sudiste. Petit aparté, je rappelle qu'aux États-Unis, vous avez des cultures américaines un peu
différentes. On parle ici de sudistes. Les sudistes sont souvent assimilés, comme je l'ai dit, à des mouvements plus ou moins racistes, ségrégationnistes, alors qu'on a déjà passé aujourd'hui le cap. Moi, je vis aux Carolines du Nord, c'est un État sudiste. J'avouerai très franchement que c'est une culture qui ne me convient pas, parce que c'est une culture assez, on va dire, voilà, ça se mélange pas, ça reste chacun chez soi, même si on a quand même des gens progressistes qui se mélangent, il y a du métissage, etc., mais ça reste assez minoritaire, on va dire. Mais c'est une culture, voilà, un petit peu renfermée, et qui... voilà, oui, qui a vraiment cet esprit sudiste, on va dire presque une religion sudiste, de vouloir être toujours en porte-à-faux, d'être un peu les dissidents finalement de cette Amérique yankee, c'est-à-dire cette Amérique du Nord. Vous avez aussi des conservateurs un peu plus religieux, peut-être un peu moins racistes, mais beaucoup plus conservateurs et beaucoup plus stricts dans le Middle West, par exemple. Vous avez, à l'inverse, dans les États de l'Ouest, et bien là, vous avez l'inverse. Vous avez toutes les partis progressistes, voire même très progressistes, voire même très de gauche, dans lesquelles on trouve des mouvances parfois aussi très virulentes, très brutales. Je pense par exemple à Seattle. Seattle est une ville relativement progressiste, où l'on trouve les gens, on va dire, progressistes de gauche, les plus brutaux et les plus virulents. D'ailleurs, récemment, ils ont également organisé une manifestation qui a été un petit peu mouvementée et assez chaude. Après aussi, vous avez aussi les États comme le Texas. Alors le Texas est un petit peu à part, parce que les Texas, même s'ils ont encore un petit peu cette culture sudiste, eux se considèrent véritablement comme les vrais Américains, comme ceux qui défendent les valeurs de l'Amérique. Si tant est d'ailleurs qu'on puisse établir ce que c'est que les valeurs de l'Amérique. Parce que là aussi, c'est pareil, donner une définition du comportement, de l'idéologie, de la culture américaine, ça reste très compliqué parce qu'évidemment, on est confronté justement à ces Américains qui ont chacun leur vision, qui ont chacun leur perception de ce que doit être l'Amérique. En plus de ça, on ajoute le problème politique, parce qu'évidemment, les politiciens, qu'ils soient démocrates comme républicains d'ailleurs, sont des opportunistes. Ils jonglent avec les tendances, avec les différents courants idéologiques qui peuvent circuler à travers les États-Unis, ce qui d'ailleurs ne fait pas un hasard que, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, on a parfois des dissidences, on a parfois des divergences d'opinion, mais parce que tout simplement, ces personnes essayent de collecter, essayent d'attirer un électorat qui est peut-être plus conservateur que progressiste, et même quand on est démocrate et progressiste, eh bien on essaie de coller sur certains thèmes à l'idée ambiante de certains Américains de tradition progressiste. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous avez des élections qui se déroulent au fur et à mesure du temps dans certains États, puisqu'il y a certains sièges au niveau de la Chambre des représentants qui vont être renouvelés avec le temps et qui va être un véritable challenge pour les progressistes, c'est-à-dire pour les démocrates, d'essayer de reconquérir plus ou moins des sièges pour essayer peut-être d'inverser la vapeur de la majorité au niveau de la Chambre des représentants. Donc, vous voyez, les choses sont très compliquées. Déjà, on a un univers politique américain qui est complètement en lambeaux. On peut considérer qu'il y a à peu près 70% des Américains qui n'ont plus confiance ni envers les républicains, ni envers les démocrates. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Donald Trump a été plus ou moins élu, même s'il a été quand même élu sur une short tête. Et de ce fait, aujourd'hui, vous avez vu sur le blog, Obama va certainement revenir sur le devant de la scène en politique dès l'automne. Il serait question qu'il reste en coulisses pour faire un petit peu le tourner des popotes et essayer de redorer un peu l'image des démocrates. Seul problème, c'est que qu'est-ce qu'on attend ? On attend de savoir qu'est-ce qui va pouvoir ressortir pour les prochaines élections présidentielles dans 3 ans. C'est-à-dire, peut-être que les démocrates, il faudrait peut-être déjà qu'ils commencent à réfléchir, commencent déjà à travailler sur essayer de présenter, de mettre en avant un personnage politique qui défendrait les valeurs des démocrates.
Évidemment, on pense que est-ce que éventuellement Obama ne va pas revenir sur le devant de la scène, et on va même aller jusqu'aux extrêmes. Est-ce que éventuellement il n'irait pas jusqu'à aller chercher Michelle Obama, à la fois femme et à la fois la femme de Barack Obama? Est-ce que finalement les démocrates ne referaient pas encore la même erreur qu'ils ont fait avec Hillary Clinton, c'est-à-dire jouer sur un nom, sur une image, sur une personnalité, plutôt que d'aller essayer et chercher quelqu'un qui pourrait redonner une image, essayer de redonner un élan aux démocrates, avec véritablement des idées, avec des projets, avec un plan bien précis. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, les gens en communication aux États-Unis sont des gens qui ont une fâcheuse tendance à prendre les Américains pour des cons, donc c'est plutôt mal barré. Donc, revenons à cette problématique de cette bombe, de cette boîte de Pandore qui a été ouverte, tout simplement parce que là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des manifestations, on a une colère qui à la fois s'exprime légitimement, hein, que ce soit dans certaines villes, que ce soit dans certains médias, etc. Le seul problème, c'est que la frontière, à certains moments, à certains endroits, est très très fine, où on risque de basculer dans de la haine. Et là, ce qui se passe avec les déboulonnages, avec les manifestations, c'est que là, on a une haine qui s'exprime de la part des gens qui, normalement, devraient censés représenter à la fois le progressisme, à la fois la justice, à la fois l'égalité, mais en fait se comportent tout aussi brutalement, tout aussi violemment contre, justement, ceux qui représentent cette culture sudiste, tous les extrémistes, etc. Sauf que les sudistes, je le rappelle, hein, ceux qu'on a vus à la télé avec leurs drapeaux, avec leurs svatiskas, etc., ça représente mais une infime partie de ces mouvements soi-disant souverainistes, soi-disant sudistes, hein, on va dire. Mais le problème, c'est que si les sudistes se réveillent, parce que pour l'instant, on leur en fout plein la gueule, pour l'instant, ils disent trop rien, parce qu'ils se disent, bon, il y a quand même eu une morte à cause de quelqu'un qui se croit ou qui se prétend vouloir défendre les valeurs d'un souverainisme américain, nationaliste, etc. Alors que, comme on le dit très souvent, il y en a au moins 99% d'entre eux qui sont incapables de vous expliquer dans le fond et dans la forme ce en quoi ils sont militants, ce en quoi ils croient, ce en quoi ils ont des convictions. En règle générale, c'est souvent des clichés, c'est souvent des idées préconçues, et ils sont incapables de vous expliquer de façon cohérente leur démarche, leurs pensées et leurs idéologies politiques. Donc ceux-là font vraiment très infime partie de ce qu'on appelle les sudistes. Les sudistes, bah, ce sont ces gens qui ont une certaine tendance à pas trop se mélanger avec les autres races, on va dire. Ce sont des gens qui, comme je vous l'ai raconté, comme je vous l'ai expliqué précédemment, qui sont un petit peu dans cet état d'esprit, un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de Washington, vis-à-vis d'un pouvoir qu'ils considèrent être entre les mains des Yankees. Donc pour l'instant, ils ne bougent pas trop. Mais si la haine et la violence qui est en train de s'exprimer de la part des progressistes poussent le bouchon toujours plus loin, parce que pour l'instant, on déboulonne des statues, on a descendu des drapeaux confédérés, mais ça va être quoi la suite ? Hein, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que là, il y a une volonté de pousser toujours plus loin le bouchon pour amoindrir et très sincèrement faire en sorte de légaliser la destruction, de légaliser l'interdiction, de légaliser une sorte de prohibition finalement sur toute la culture et toute l'idéologie extrémiste chez les sudistes. Ce qui évidemment n'est pas aidé parce qu'on a quand même Donald Trump à la Maison Blanche qui a été en partie élu par justement des gens issus de ces mouvements. Là, il a condamné toutes les formes d'extrémisme, etc. Mais il a quand même rappelé aussi que, faut faire attention, il ne faut pas simplement montrer du doigt les uns et puis ignorer les autres, parce que les autres aussi font preuve de violence. Et là, évidemment, c'est le crime de lèse-majesté. C'est le crime de lèse-majesté parce qu'il met à la fois les extrémistes et
les bons samaritains bisounours, bobos, dans le même panier. Et là, évidemment, c'est inadmissible. On ne peut pas mettre les gens qui sont du côté du bien dans le même panier que ceux qui sont du côté du mal. Mais alors qu'en fait, on parle d'action, on parle de brutalité, on parle de violence qui sont exprimées parfois par des gens qui sont aussi bien des gens d'extrême droite que des gens aussi d'extrême gauche. Nous avons des tas d'exemples en France avec ces fameux antifas. Hein, les antifas, excusez-moi, mais leurs actions, leur façon d'être, leur façon de se comporter sont des comportements fascisants. Il n'y a pas 36 mots, sauf qu'évidemment, quand on est dans cet état d'esprit de casser la gueule à tous les gens qui sont pas, qui peuvent éventuellement ne pas être dans la même opinion que vous, ou qui peuvent éventuellement être critiques sur votre façon de faire, on appelle ça, c'est du fascisme. Alors petit rappel, hein, en ce qui concerne le fascisme, c'est 3 éléments regroupés, c'est-à-dire que c'est du nationalisme, hein, dans l'esprit, c'est du populisme, hein, et c'est de la dictature, c'est-à-dire c'est l'imposition du parti unique, c'est l'imposition et l'interdiction de toute dissidence, de toute opposition, etc. Voilà ce qu'on appelle le fascisme. Sauf que le problème, c'est que le terme fascisme, évidemment, est très galvaudé, on l'a minimisé pour l'appliquer comme une étiquette sur beaucoup de choses et beaucoup d'individus et beaucoup de personnalités, comme aussi des idéologies, parce que c'est tellement plus facile. Et donc ces fameux antifas, aujourd'hui, sont dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que si on a le malheur, à un moment, de remettre en question, aussi bien avec un argumentaire social, économique, politique, des événements qui sont liés aux migrants, qui sont liés à l'immigration, qui sont liés à des décisions politiques sur le plan social, qui sont liés à des décisions géopolitiques, à des décisions anti-impérialistes, que ce soit américains ou même russes. Hein, je veux dire, faut voir aussi la part des choses. On est tout de suite raciste, on est fasciste, etc. Donc, en fait, on est en train de manipuler finalement les gens. Et qu'est-ce qui se passe ici aux États-Unis? Eh bien, ce qui se passe, c'est tout simplement, on est en train de faire en sorte de petit à petit mettre en place une sorte de chape de plomb comme celle qu'on a en Europe, comme celle qu'on a en France. C'est-à-dire pousser les gens à ne plus être critiques, pousser les gens à ne plus pouvoir critiquer ou de pouvoir aller dans des opinions dissidentes par rapport à la pensée unique, la bonne pensée progressiste, etc. Et condamner toute critique, condamner tout propos à l'encontre de gens issus des minorités, etc. Et c'est ce qui est en train aussi de s'installer, ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Et ce qui est formidable, c'est que malheureusement, il y a des gens qui adoptent ces comportements-là, sauf que en général, ce sont des gens, au bout d'un moment, quand on essaie de les amener dans un débat d'idées, un débat avec de l'argumentaire, eh bien on se rend compte qu'ils sont incapables de débattre, qu'au bout d'un moment, ils sont coincés, ils sont enfermés en fait dans leur propre dogme, sans avoir à un moment donné. Et de ce fait, tous ces gens qui sont enfermés dans leur propre dogme, eh bien, n'ont plus le recul suffisant, même si on peut encore estimer que la majorité d'entre eux ont cette capacité à un moment de se rendre compte de la démarche qu'on essaye avec eux, de cette réflexion qu'on peut avoir avec eux, mais comme surtout aux États-Unis, où on joue énormément sur l'émotionnel, hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'émotionnel, c'est véritablement le moyen le plus efficace pour réussir à obtenir le consentement des gens sur certaines idées sans qu'ils soient amenés à réfléchir ou peut-être à imposer un questionnement ou un débat sur telle ou telle thématique. Et eh bien, malheureusement, voilà, aujourd'hui, on est en face de gens qui sont complètement obnubilés par cette volonté de lutter contre toutes les formes de fascisme, etc. Sauf qu'il y a quand même un problème fondamental, c'est que ces gens qui sont là, avec les yeux presque limite la bave, tu vois, à insulter le mec qui est en face d'eux, etc., parce que le mec, il a un drapeau confédéré, eh bien, en face d'eux, ils ont quand même des gens qui sont des sudistes, sont des gens, comme je dis, hein, avec culturellement cet état d'esprit d'être toujours prêt, éventuellement à contrecarrer, à être en dissidence contre le pouvoir de Washington, qu'ils considèrent être un pouvoir essentiellement yankee. Eh bien, ce sont des gens qui, culturellement, sont armés, culturellement, sont combatifs. Et
le clash, s'il devait arriver, eh bien forcément, va y avoir à un moment donné, c'est-à-dire que ceux que vous voyez en train de décharger leurs insultes, etc., ça va être les premiers à commencer à courir et prendre leurs jambes à leur cou et à fuir le combat. C'est-à-dire que on a en fait en face à face deux comportements complètement différents. C'est-à-dire que nous avons des gens d'un côté qui sont des gens assez conservateurs, avec des idées très préconçues, avec parfois, en effet, des idées très contestables sur comment voir une société, comment gérer une société, le relationnel avec les autres, surtout par rapport au communautarisme, etc. Mais qui sont des gens qui ont une culture assez combative, on va dire. Et en face d'eux, eh bien, en face d'eux, on a, moi, ce que j'appelle, excusez-moi, mais des grandes gueules. Des grandes gueules qui ont raison de se battre pour les libertés, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut être intelligent. Et malheureusement, ce sont des gens un peu peureux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans une conversation, vont hausser le ton, vont peut-être vous insulter, vont certainement même vous dire que le premier qui, machin, je le tue, etc. Le problème, c'est que c'est des gens qui, dès qu'ils voient une araignée ou un cafard, c'est les premiers à détaler, à crier « Oh my God !» etc. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est-à-dire des gens qui ont le propos parfois acerbe, qui se la jouent Rambo, mais qui en réalité n'ont pas du tout ni la mentalité, ni le courage pour jouer les Rambo, et qui sont les premiers à détaler dès qu'ils entendent un pet, ou dès que tu commences à leur monter un petit peu dessus, tout d'un coup ils disparaissent, ils filent à l'anglaise et tu les vois plus. Et par contre, derrière, dans ton dos, ils te déchargent des tas de saloperies, ils te poignardent dans le dos, etc. Alors que les sudistes, je suis désolé, mais les sudistes, au moins, on a l'avantage, c'est que s'il y a un problème, c'est face à face. Voilà, ça se règle face à face. Ce qui est quand même... donc, vous voyez où je veux en venir, vous voyez que là, il y a véritablement un gros souci, un gros problème. Sauf que le problème, c'est que les médias, n'aidant pas, évidemment, à essayer d'apaiser les esprits, pour essayer d'isoler, justement, ces groupuscules nationalistes, etc., non, ils essaient de faire un étiquetage, ils essaient de faire une généralité, ils essaient de faire de l'amalgame sur les États du Sud, sur les gens qui se disent être des sudistes, les gens qui arborent les drapeaux confédérés. Ce qui va se passer, oui, c'est que dans les États du Sud, il y a des gens qui se sentent aujourd'hui insultés, qui se sentent offusqués, qui se sentent agressés, et qui vont monter en température, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à mettre, comme je le vois, moi je commence déjà à en voir ici, qui vont volontairement mettre un drapeau confédéré sur leur voiture, qui vont volontairement affirmer, réaffirmer et encore plus accentuer le trait sur le fait qu'ils défendent et qu'ils se disent être les héritiers de cette culture sudiste. Quoique, dire culture sudiste est un petit peu un bien grand mot, mais au moins de cette revendication d'être les héritiers de ceux qui ont l'œil envers Washington, ont l'œil envers les Yankees, pour ne pas se faire bouffer, tout simplement, dans leur façon de vivre, dans leur tradition, dans leur mentalité, etc. Donc voilà, là, on va voir un petit peu comment ça va tourner. Il faut faire très attention à ce que les médias vous disent, parce que évidemment c'est excessivement tronqué, c'est excessivement de parti pris, mais il faut bien comprendre que là on est quand même dans une situation où ça risque de basculer très rapidement. Va y avoir forcément des escarmouches, un peu à droite à gauche, va forcément y avoir à un moment donné des gens, des Américains qui vont se taper dessus, il va y avoir des bagarres, ça c'est clair, il va y en avoir. Peut-être des morts aussi. Le seul petit, entre parenthèses, juste pour finir, on a fait tout un foin sur, évidemment, malheureusement, cette jeune femme qui est morte à Charlottesville, mais on ne parle pas de ce qui se passe à Chicago, par exemple. On ne parle pas de ce qui se passe à Chicago, où aujourd'hui, cette ville est en train de commencer à tomber en lambeaux, et où les violences commencent à être de plus en plus meurtrières dans certains quartiers,
où les municipalités de Washington ont commencé à baisser les budgets au niveau des polices, etc. Donc il y a moins de présence policière, donc il y a moins de sécurité. Donc on commence à avoir véritablement, c'est bien simple, tous les week-ends il y a au moins un minimum de morts. Voilà, il y a deux personnes qui meurent sous les balles de règlement de compte, que ce soit des gangs ou pour des différents de voisinage ou des trucs comme ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas non plus. Parce que c'est bien simple aussi, on montre du doigt les fascistes américains, mais par contre, on ne parle pas du fait que les Américains ont quand même soutenu, je rappelle, pendant l'affaire Maïdan, et on soutient toujours le régime de Kiev qui, en partie, fonctionne grâce à un parti qui s'appelle Secteur Droit, et qui est un parti néo-nazi. Donc, quand on soutient les néo-nazis en Ukraine, mais qu'on vient tabasser les néo-nazis chez soi, il y a un moment où il faut se dire non, attends, là vous foutez de notre gueule ou quoi. Qu'on soutient aussi des nationalistes géorgiens contre Poutine. Voilà, ça arrange. Donc vous voyez, c'est à géométrie variable. Et quand on a une politique géométrie variable, que ce soit en interne ou en matière de politique extérieure, malheureusement, aux États-Unis, évidemment, il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas forcément très informés et qui n'arrivent pas à faire les liens, justement. Mais quand tout d'un coup, on leur pose la question, ils disent « Ok, mais tu veux lutter contre les fascistes et les néo-nazis aux États-Unis, c'est très bien. Mais alors, dans ce cas-là, explique-moi pourquoi ton gouvernement, qui soutient des néo-nazis et des mouvements extrémistes de droite en Ukraine, en Géorgie et en Biélorussie, là, tu dis rien. Enfin, vous voyez, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on débat avec ces gens qui se disent vouloir détenir le bien ou être les représentants du bien dans la bonne pensée, en final vous vous rendez compte que ce sont des gens qui font preuve d'un peu de manque de connaissances, de manque d'analyse, et qui sont très très facilement qu'on peut très facilement mettre devant leur contrariété. Moi, personnellement, je ne m'amuse pas trop à ça, parce que sinon je me ferais beaucoup d'ennemis aux États-Unis. Donc voilà, donc il faut suivre un peu ce qui va se passer, parce que forcément, pour l'instant, je dis, les sudistes restent calmes, ne font pas grand chose, ils font leur petite manif dans leur coin, comme on a vu ce monsieur qui avait un chapeau, une veste grise, comme les confédérés, et avait le fusil d'assaut à l'épaule, qui se faisait insulter tous les noms par des petits progressistes, et qui ne bougeaient pas, là, qui faisaient un salut devant la statue du général Lee, et qui ne bougeait pas, et qui se prenait tout dans la gueule, et qui a quand même été invité par la police à tout simplement s'en aller. Il n'a pas été arrêté, puisqu'il ne faisait absolument aucune infraction. Ça me fait penser justement à vous dire que justement ces gens-là, quels qu'ils soient, leur niveau de culture, etc., ce sont quand même des gens qui sont parfaitement au courant de leurs droits et qui jouent énormément avec cette subtilité. Contrairement aux autres qui, eux, foncent un petit peu dans l'art en pensant que parce que justement ils sont dans le camp du bien, on ne leur tiendra pas à rigueur d'enfreindre la loi. Parce qu'ils se considèrent du côté du bien, donc ils ont le droit d'enfreindre la loi pour défendre et pour combattre la Ligue, pour combattre le fascisme, etc. Donc voilà, c'est des tas de petits détails qu'évidemment on ne présente pas à la télévision, qu'on ne présente pas dans des reportages. Vous voyez, le sujet est vraiment complexe, d'autant plus que le fait de vouloir provoquer, de vouloir agresser donc cette culture sudiste, il faut savoir que ça représente à peu près 60% quand même, tout confondu, de la mentalité qu'il peut y avoir chez certains Américains qui sont ultra conservateurs, modérés ou ultra, religieux, souverainistes. Voilà, il y a vraiment tout un packaging dans lequel on trouve un petit peu de tout, mais ça serait vraiment aussi exposer finalement les progressistes dans leur lutte pour les égalités, etc.
même si c'est toujours pas très facile, même si c'est toujours difficile aujourd'hui, quand on est dans un pays qui, de toute façon, depuis des décennies, n'est plus géré de façon démocratique, n'est plus géré dans l'intérêt du peuple américain, mais est entre les mains des multinationales, de la finance, et qui, très sincèrement, là on a encore un exemple, c'est faire en sorte de provoquer et de mettre de l'huile sur le feu sur certaines imperfections de la société américaine pour justement occuper l'espace médiatique, occuper les esprits. Pendant ce temps-là, on fait les petites magouilles, on fait les petits arrangements, et les Américains ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un pays qui, si on reprend les fondamentaux, est en faillite. Mais parce qu'il y a le dollar et que le dollar réussit à se maintenir en tant que monnaie d'échange international, ce qui risque peut-être de changer, hein. Rappelez-vous l'information que je vous avais donnée la dernière fois dans la vidéo concernant la dédollarisation décidée par la Russie. Et bien là, on a appris que la Chine aussi allait se dédollariser, donc forcément ça va avoir des conséquences. Donc voilà, à suivre, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler dans la suite des événements sur cette grosse, on va dire, actualité concernant un conflit qui est tout à fait à l'image d'ailleurs de ce qu'on pensait, de ce qu'on disait sur les États-Unis, c'est-à-dire une société complètement fracturée et difficile à réconcilier dans l'état et dans le contexte actuel. Alors rapidement, quelques petites informations, petite revue de presse rapide. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes dans mon petit exposé concernant les événements de ce qui se passe aux États-Unis, il y a eu deux élections, une élection en Alabama, une élection en Utah, parce qu'il y a des élections comme ça qui se déroulent progressivement dans le temps, en partie pour renouveler une partie de la Chambre des représentants. Et en Alabama, donc, c'était le renouvellement du poste de sénateur laissé libre par Jeff Sessions, qui a été appelé pour me tenir le poste de Attorney General, qui est l'équivalent d'un procureur général, mais c'est à peu près l'équivalent d'une sorte de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et encore c'est pas forcément exact dans l'outil de comparaison. Et puis dans l'Utah, c'était aussi une primaire républicaine pour un poste au niveau de la Chambre des représentants. Donc c'est un candidat républicain donc, qui a été sélectionné pour la prochaine élection à la Chambre des représentants en Utah. Et en Alabama, eh bien, c'est finalement un démocrate qui a gagné le poste de sénateur en remplacement de Jeff Sessions, qui était un républicain. Autre information également, on a appris que 2 ou 3 journalistes, je crois, de CNN ont démissionné, tout simplement parce que ils sont à l'origine d'une fake news. Mais non. CNN ne fait pas de fake news, hein. Rappelez-vous toute la polémique qu'on a fait sur le fait que Donald Trump accusait certains médias de faire de la fake news, etc. Mais là, non, CNN n'a pas fait de fake news. Vous verrez l'article, vous verrez, c'est très drôle, c'est très amusant, et tout à fait symbolique de ce que cette chaîne, qui pourtant, CNN, c'est quand même une chaîne très connue, puisque c'est une chaîne d'information, c'est une des premières chaînes d'information 24/24 qui avait fait par Dell et qui avait eu ses heures de gloire, mais aujourd'hui c'est une chaîne qui est aujourd'hui qui est à la rue, puisque même son propriétaire, je ne sais plus qui est propriétaire de CNN, je me demande si c'est pas le groupe de Rupert Murdoch, cherche à vendre cette chaîne depuis maintenant 2-3 ans, parce que voilà, elle s'est tirée une sale réputation, d'autant plus que c'est quand même une chaîne relativement conservatrice, donc qui était très pro-Bush à l'époque, qui était très virulente contre Obama, et là avec Trump, qui a été contre Trump, alors que c'est une chaîne conservatrice. Enfin voilà, c'est une chaîne très opportuniste idéologiquement parlant, et qui s'est évertuée et qui s'est amusée souvent à émettre des informations, mais voilà, en mettant parfois les mots, en mettant parfois des sous-entendus, etc., de telle manière à ce qu'on comprenne certaines choses, alors qu'en fait c'était pas du tout ça. Et là vient de se faire allumer sur une fake news, tout simplement une fake news contre évidemment ce fameux porte-parole qui a tenu 10 jours, Scaramucci, et c'est avéré que les 3 journalistes en fait avaient construit une fausse information concernant Scaramucci. Donc la chaîne a été obligée de s'excuser, et évidemment pour compenser et éviter des affaires juridiques, a demandé aux 3 journalistes concernés de vouloir bien prendre la porte.
Comme je l'avais dit précédemment dans une vidéo, vous savez, le petit conflit, la démonstration de gros muscles entre les États-Unis et la Corée du Nord, j'avais dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va monter crescendo, crescendo, et puis au bout d'un moment, ça va faire pchit. Et bah ça y est, ça a fait pchit. Certainement qu'il y a des chances que la Chine a demandé à Kim Jong-un de commencer un petit peu à redescendre un peu et à se calmer, à mettre un peu la pause, parce que pour la petite histoire, aux dernières nouvelles, il était question de faire un test de missile proche de l'île de Guam pour faire une démonstration que vous voyez, Américains, on peut vous toucher. Bon, il s'est trouvé qu'on a appris lundi matin que Kim Jong-un a décidé de mettre pause sur ce test. Il y a de fortes chances que la Chine soit derrière en disant bon écoute là vous êtes bien amusés avec les Américains donc mettez un petit peu la pause parce que voilà on veut essayer de voir un petit peu plus clair sur la situation parce que malheureusement ce qui est en train de se passer c'est que ça a aussi des incidences sur les marchés et nous ça commence un petit peu à nous emmerder donc si tu peux mettre un petit peu la pause pendant quelques temps tu reprendras d'ici 2-3 semaines voire un mois et puis voilà et puis voilà, c'est comme je l'ai dit, voilà, ça fait pchit, c'est de la démonstration de gros bras, etc. Et puis même du côté américain, ça les arrange. Les Américains, tout simplement, ça les arrange. Pourquoi ? Parce que y a certains rapports qui commencent à remonter à la surface, qui ne sont pas très glorifiants pour l'armée américaine. Vous avez l'article dans le blog, vous pourrez le retrouver. Hein, c'est sur le fait que l'armée américaine est peut-être le plus gros budget militaire au monde, budget militaire au monde. Le seul problème, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus vraiment au top dans beaucoup de domaines, même s'ils ont énormément développé sur le renseignement, ils ont énormément développé sur les attaques stratégiques et tactiques par drone. Le reste, il y a de gros soucis. On se souvient de l'affaire du Thomas Cook, ce fameux destroyer qui s'était fait... qui s'était fait friser les moustaches par des MiG lorsqu'il a été, pour la première fois c'était en mer du Nord, non, mer Noire, c'est mer Noire, oui c'est en mer Noire, par un MiG, et qui s'était fait refriser les moustaches par un autre MiG qui n'a pas vu venir. Parce que la première fois, ce qui s'était passé, c'est que les systèmes de détection sont tombés en panne. On a suggéré l'idée que finalement les Russes avaient peut-être utilisé un système EMP pour foutre un petit peu le bordel sur les systèmes électroniques du destroyer. Sauf que c'est arrivé 2 fois, ce qui fout un petit peu les boules aux Américains. Et puis récemment, il y a eu aussi en 2007, on se souvient, c'était donc bien avant, il y avait eu aussi une histoire qui est passée un peu totalement inaperçue. Il y avait un exercice naval américain, et sauf que dans l'exercice naval américain, tout d'un coup, on a vu apparaître un sous-marin chinois. C'est-à-dire que le sous-marin chinois s'est invité dans les festivités, mais aucun navire, aucun système de détection n'a vu arriver le sous-marin. Ce qui a foutu un gros malaise au Pentagone, ce qui a foutu un gros malaise dans le commandement, dans l'état-major américain, parce que, vous vous rendez compte, ils font un exercice d'entraînement et ils n'ont même pas vu arriver un sous-marin chinois. Enfin, donc voilà, il y a des tas de dysfonctionnements aujourd'hui dans l'armée américaine qui confèrent d'ailleurs à l'époque à Obama de ne pas avoir décidé de faire de l'intervention terrestre en Syrie parce qu'il savait que malheureusement ce serait certainement très difficile à gérer et avec une logistique qui aurait été victime de beaucoup de ces défaillances. Donc voilà, c'est cette petite guéguerre de montrer les gros muscles à celui qui a la plus grosse entre la Corée du Nord et les États-Unis bien tout d'un coup est redescendue. Certainement que ça va reprendre peut-être d'ici fin août ou début septembre, parce que de toute façon il y a une volonté d'essayer de faire de la diversion dans l'opinion publique, pas seulement américaine mais aussi internationale, sur certains autres événements comme par exemple la Syrie, où la Syrie finalement c'est un gros échec, sauf que la Syrie c'est toujours pas résolu parce que on sait pertinemment qu'Israël et les Saoudiens ne sont absolument pas d'accord de pacifier la Syrie et de laisser Bachar el-Assad en place. Donc ça, malheureusement, ça risque de repartir. Mais voilà, vous avez remarqué, la Syrie a complètement disparu des médias. Autre actu aussi, c'est évidemment ce fameux suicide à coup de BMW dans une pizzeria. Vous l'avez vu, hein. Alors, déjà, rien que de vous dire, un homme a tenté de se suicider
en fonçant dans une pizzeria avec sa BMW, sincèrement, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? Enfin, voilà, les médias font leur boulot, mais là, apparemment, il y a anguille sous roche, parce que, très sincèrement, il y a un truc qui colle pas, et je pense que les médias vont certainement revenir dessus, parce que nous faire croire qu'un mec veut se suicider à bord d'une BMW en fonçant dans une pizzeria, ça n'a pas de sens, et d'ailleurs, même les médias commencent à dire que le type est pas du tout cohérent, etc. On ne sait toujours pas le nom d'ailleurs, donc à suivre, parce que certainement qu'il y a encore, une bonne esbrouffe de ce côté-là. Autre petite information aussi, et là on revient un petit peu à ce que je disais sur les États-Unis, il y a Julian Assange qui avait tweeté quelque chose qui était tout à fait pertinent concernant cette photo. Il présentait donc cette photo et il la comparait à une autre photo qui est cette photo. Et il posait la question, il dit quelle est la différence entre les deux, puisque on a très sincèrement à l'image, vous le voyez, vous avez des gens avec des flambeaux qui ont l'air d'être déterminés, tous blancs, avec des petits crânes rasés. Ici on a pareil, des flambeaux, là par contre ils sont un petit peu, ils sont cachés un petit peu le visage, etc. Et bien justement Julian Assange exposait le fait que, alors c'est quoi la différence? La différence est simple, c'est que ceux-là, on est en train de les critiquer, on est en train de les montrer du doigt comme étant des sales Américains fascistes, alors que ceux-là, c'est des gentils défenseurs des droits et de la démocratie à Kiev, qui font partie du fameux secteur droit ukrainien de Kiev, et qui sont des néo-nazis. Voilà, c'était le petit clin d'œil d'Assange pour juste remettre un petit peu les pendules à l'heure. Autre petites informations aussi, vous savez que les États-Unis ont pris des sanctions, pas seulement contre la Corée du Nord, mais également contre l'Iran, contre la Chine. Alors pourquoi contre la Chine? Tout simplement parce que la Chine soutient le régime nord-coréen. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Je rappelle que la Chine, au printemps, je me souviens, ça devait être au mois de mai, était prêt à tendre la main aux États-Unis pour essayer de trouver une solution négociée concernant l'avenir de la Corée du Nord, voire peut-être envisager de destituer ou de déboulonner le régime de Kim Jong-un au profit d'une réunification des deux Corées, sauf que les Américains ont déboulé en Corée du Sud avec leur système de bouclier antimissile, ce qui n'a pas du tout plu évidemment aux Chinois, et donc les Chinois se sont pris des sanctions de la part de Washington, et les Chinois tout simplement vont être prêts à répondre aux sanctions américaines. Donc ça va certainement être une réponse économique, à savoir que quand même il y a quand même pas mal de compagnies américaines qui font du profit grâce à de la production manufacturière chinoise. Donc là-dessus, il y a quand même, voilà, c'est certainement que dans les milieux manufacturiers, ça commence un petit peu à être pas d'accord avec ce que décide l'administration de Trump. Preuve en est, c'est qu'on a trois hauts dirigeants, des trois PDG de grandes sociétés dépendantes justement de ces activités et de ces échanges avec la Chine, qui ont démissionné de leur fonction au Manufacturing Council, qui est une sorte d'administration pour gérer tous les aspects légaux, tous les aspects réglementaires concernant les échanges internationaux, concernant les marchés justement manufacturiers. Et les trois types ont démissionné. Je crois qu'il y a un PDG de Intel, il y a un PDG de Merck, et l'autre, je ne me souviens plus exactement de qui. Donc voilà, ça c'est une des conséquences de ces sanctions prises par des politiciens qui sont dans une idéologie complètement obtuse, mais qui ne réfléchissent pas aux conséquences que les États-Unis économiquement ont de plus en plus de dépendance avec les activités économiques et les échanges économiques avec la Chine. Iran a également averti que tout simplement se pose la question, comment se fait-il que les États-Unis ont ce droit de tout d'un coup sanctionner l'Iran? Voilà, là on commence à arriver dans des débordements, ça part dans tous les sens, ça devient un petit peu n'importe quoi. Aussi une petite info qui est assez amusante, enfin amusante, pas vraiment, on y a eu la semaine dernière, il y a eu un bateau d'une ONG qui s'est approché trop près des côtes libyennes, et un bateau des gardiens côtiers de la garde des frontières libyennes qui s'est approché et a tiré quelques salves pour faire comprendre à ce bateau qu'il n'a rien à faire là, qu'il doit retourner dans les eaux internationales.
Et manque de bol, la conséquence, ils sont emmerdés, cette association, ils sont emmerdés, cette ONG, parce que ils n'ont plus de migrants à transporter. C'est con, puisque là, depuis que les autorités libyennes ont averti que désormais ces bateaux d'ONG pour sauver des migrants ne doivent plus approcher des côtes libyennes et ne devront pas être dans les eaux nationales, enfin les eaux... la zone maritime nationale de la Libye sans autorisation, et bien depuis, ils n'arrivent plus à aller chercher les migrants en Libye pour les ramener en Europe. Les bateaux sont vides, c'est dommage. Ce qui fait d'ailleurs confirmer ce fameux article du journaliste qui a fait une investigation directe dans ces mouvements-là et qui démontre que finalement ces ONG ne sont pas là pour essayer de sauver des migrants, mais ils sont bien là pour organiser le transport des migrants vers l'Europe. Autre petite chose également très intéressante que vous avez peut-être vu dans le blog, c'est ce petit résumé. Alors il y a l'avantage pour ceux qui sont anglophones d'avoir aussi les traductions en anglais. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait ça détermine en parallèle les deux réflexions, enfin les deux analyses qui sont aujourd'hui les analyses courantes que l'on voit dans ces problèmes qui touchent à la fois les migrants, qui touchent à la fois l'islam, qui touchent à la fois le nationalisme et les extrémismes de droite. On a une action par exemple qui est déterminée par l'arme voiture, conduite par, alors vous avez soit un islamiste ou un suprémaciste blanc. Quand on prend la branche islamiste, alors l'islamiste déclenche un verdict qui est « ça n'a rien à voir avec l'islam », qui déclenche une action, c'est-à-dire se concentrer sur des crimes, c'est-à-dire se concentrer sur des crimes contre les musulmans, c'est-à-dire évidemment justifier le fait que ce sont des actes terroristes, mais que ce terrorisme c'est le pas d'amalgame, tout simplement. Et le narratif des médias est « nous ne sommes pas divisés, nous restons unis contre la haine, nous continuons à vivre normalement », c'est-à-dire toujours dans le pas d'amalgame, c'est-à-dire que c'est pas parce que 2-3 terroristes ont tué des gens au nom de l'islam que tous les islamistes que tous les musulmans, sont des islamistes radicaux. Sauf que de l'autre côté, on a voiture, donc attentat, conduite par un suprémaciste blanc, verdict, ça a tout à voir avec les républicains, donc assimilation d'un acte radical, d'un acte violent, brutal, comme étant symbole de l'idée générale qu'il y a dans l'idéologie chez les républicains. L'action se concentrait sur la haine à l'extrême droite. Voyez, narratif des médias, nous sommes plus divisés que jamais, c'est à cause des républicains, des têtes doivent tomber. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un acte extrême qui est issu d'une idéologie extrême, radicale, d'un côté, on dit, oui, mais attention, c'est pas tous les musulmans, donc c'est pas tous les gens de cette communauté qui sont comme celui qui a commis l'acte. Par contre, celui qui a commis l'acte dans l'extrême droite, eh bien on englobe tout le monde. C'est-à-dire que parce qu'il a commis cet acte, parce qu'il y a une personne qui est morte, forcément, donc tous les sudistes sont des nationalistes, tous les républicains sont des salauds, l'assimilation, l'amalgame va bon train. Donc voilà, vous avez là ce document-là, vous pouvez le copier si vous voulez, c'est qu'une image, donc copier, clic droit, copier l'image, et vous pouvez la diffuser à bon escient pour bien accentuer un petit peu la réflexion concernant les dogmes et les idées préconçues et la pensée unique qui circule aujourd'hui à travers le monde. Et enfin, pour terminer cette petite revue de presse assez rapide, je vous invite à voir cette vidéo. C'est une vidéo des Iconoclastes. Les Iconoclastes, c'est un groupe d'économistes que vous connaissez peut-être. Alors, il y a Olivier Delamarche, Philippe Béchade, Olivier Berruyer, donc des gens qui, justement, posent les bonnes questions. Je rappelle que Olivier Delamarche, qui est le monsieur ici, a émis une vidéo récemment où il alertait les gens sur le fait que Bruxelles était en train de préparer la légalisation du blocage des comptes à l'échelle européenne. C'est-à-dire que si jamais une banque, ou si jamais on subit une nouvelle crise et que certaines banques sont en train de tout simplement tomber, eh bien ces banques auront la possibilité légale de bloquer votre compte
C'est-à-dire que vous ne pourrez plus retirer d'argent, ou alors on va limiter juste votre retrait à 20 € par exemple, par jour, pour éviter les bank runs. C'est-à-dire que ces banques qui seront en situation de faillite, eh bien on va tout simplement bloquer les comptes des gens. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas retirer leur argent, ne pourront pas disposer de leur argent. Alors peut-être certainement que les modes de paiement continueront à fonctionner avec des paiements différés lorsque la situation de la banque sera considérée ou résolue, mais on va tout simplement légitimer aux banques de bloquer votre compte. Alors dans des conditions qui seront plutôt spécifiques, là je vous ai donné juste un exemple, c'est-à-dire que vous pourrez continuer peut-être à retirer de l'argent, mais juste 20 € par exemple, par jour. Même et encore à la limite je suis pas sûr qu'il pourrait faire ça, parce que ça veut dire que tous les gens retireraient 20 € tous les jours pour essayer de récupérer de l'argent. Donc il y a aussi la possibilité qu'ils bloquent systématiquement tous les comptes, c'est-à-dire que vous ne pourrez même plus utiliser votre compte. Et tout ça pour prévoir quoi? Tout simplement une saisie d'un pourcentage sur la somme qu'il y a sur vos comptes. Alors évidemment, si vous avez 1000, 2000, 3000 € sur votre compte, voilà, vous êtes certainement en dessous du seuil, qui, je le rappelle, est pour l'instant de l'ordre de 10 000 €. Mais toutes les personnes qui ont des comptes qui ont plus de 10 000 €, eh bien, ils pourraient très bien se voir ponctionner légalement, hein, puisque, je le rappelle, c'est Bruxelles qui va légaliser la chose, de 5 à 10% du montant total de l'épargne ou du compte courant. Parce que jusqu'à présent, on parlait d'épargne, mais là, on parle bien aussi des comptes courants. Donc, il a fait un avertissement. Je rappelle, Olivier Delamarche était consultant sur les émissions de BFM TV, et il s'est fait remercier au mois de mai, tout simplement parce que il n'hésite pas à dire certaines vérités qu'aujourd'hui il n'est pas autorisé à dire à la télévision, et donc du coup aujourd'hui il est uniquement disponible chez les iconoclastes. Donc ils ont un site internet, hein, vous tapez Iconoclaste, hein, Eco comme Eco et Noclaste pour le reste, et là vous aurez accès à leurs informations qui sont vraiment des mines d'or pour comprendre véritablement la situation financière mondiale, et peut-être aussi se donner des éléments en prévention de ce qui peut arriver. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle des gens comme Pierre Jovanovic, hein, si vous suivez le blog, vous connaissez certainement ces personnes, essaient de vous convaincre d'essayer pour l'instant, d'essayer de retirer progressivement votre argent. Ne retirez pas tout, mais essayez de retirer 10 €, 20 €, mettez-les de côté, ou essayez d'investir dans des objets de valeur, par exemple dans l'or ou dans l'argent, plutôt dans l'argent, parce que l'or, malheureusement, c'est pareil, hein, l'or, si vous achetez de l'or, on va commencer à regarder ce que vous faites, pourquoi vous achetez de l'or, qu'est-ce que vous en faites, pourquoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de transformer votre patrimoine financier en or, etc. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit parce que la quantité d'or est limitée par particulier, par des décisions européennes, etc. Donc vous voyez, tout a été mis vraiment sous contrôle, mais rien ne vous empêche d'acheter par exemple des objets de valeur ou des objets avec de l'or dessus, etc., des tableaux, hein, par exemple, au moins de pouvoir mettre à couvert des valeurs, soit des valeurs matérielles et surtout immobilières. Hein. Aujourd'hui, même si votre maison, vous achetez aujourd'hui 200 000 €, même si une crise fait baisser votre maison à 150 ou 160 000 €, c'est quand même 160 000 €. Donc c'est-à-dire que vous ne perdez pas complètement de la valeur, si vous voulez. Alors que si vous avez 120 000 € sur votre compte et que votre compte est fermé, bloqué, et vous ponctionne 10% sur vos 120 000 €, je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas forcément être très content. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans le blog, vous allez voir, c'est très instructif. Voilà, quelques petites nouvelles, il y a d'autres informations, il y en a plein. J'essaie d'alimenter régulièrement le blog avec des informations. Alors parfois, il y a peut-être des petites erreurs, hein, je vous prie de m'en excuser, comme par exemple j'avais mis une information sur les événements sur Charlottesville, j'avais annoncé 3 morts alors qu'en fait il n'y en a qu'un, mais parfois voilà, c'est dans la précipitation des informations, moi aussi ça peut m'arriver aussi de faire des coquilles, mais après tout je ne suis pas journaliste, hein, je ne suis qu'un relayeur d'informations, donc c'est à vous aussi parfois peut-être de rectifier avec les commentaires. Et je termine donc cette vidéo avec ce petit dessin, et on en reparlera
aura certainement, parce que comme vous le savez, il va y avoir une autre COP au mois de décembre, où on va vous faire toute une foire, tout un grand spectacle sur Macron qui a réussi à faire changer Donald Trump d'avis pour réintégrer l'accord de Paris. Ça, vous allez voir, ça va être magnifique. Mais finalement, ce dessin, vous voyez, il résume bien la situation. Alors pour les francophones, je le dis, vous avez le petit personnage ici qui dit vous imaginez vraiment me faire avaler ça, c'est-à-dire la taxe carbone, c'est-à-dire toutes les réglementations et tout le business concernant les taxes carbone qui sont établies par justement ces COP, soi-disant pour lutter contre le climat, mais qui en fait relatent tout simplement un business, et que ça ne résout pas véritablement le problème du changement climatique. Et l'autre personnage avec sa gélule, en fait, lui dit non, c'est pas une gélule, c'est tout simplement un suppositoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous le foutre dans le cul. Voilà, c'est du brutal, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, commentaire à cette adresse, mail si ça vous intéresse. Par contre, plus divertissant, n'hésitez pas aussi à aller visiter cette petite chaîne vidéo sur les films du grenier. Là, c'est plus divertissant, c'est intéressant. Ça peut vous permettre aussi de visiter l'autre blog, le blog des films du grenier, dans lequel peut-être vous découvrirez des films ou enrichirez votre culture cinématographique. Et puis sinon, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, un petit don, ça fait toujours plaisir. Donc vous pouvez y aller ici chez Tipeee, voir la page, une page qui va changer, qui va évoluer, etc. Mais vous pouvez faire des dons, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez vous inscrire, ça permet aussi peut-être dans d'autres chaînes de pouvoir faire des dons à d'autres collègues youtubeurs. Et puis pour ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'Info ou Intox. Continuez à suivre l'information, continuez à suivre ce qui se passe aux États-Unis, continuez à suivre ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, très important. Relations avec Russie, Chine, Iran, avec l'OTAN, l'ONU et les États-Unis, parce qu'il y a du mouvement, mais personne n'en parle. Donc vous verrez dans le blog, je fais quelques petits articles pour vous donner un petit peu la tendance et la situation. Et à très bientôt, portez-vous bien, passez de bonnes fins de vacances, puisqu'on est déjà le 16 août et que c'est dans 15 jours bientôt la rentrée. À très bientôt.